je vais m'introduire vite fait. Donc, je m'appelle Adrien Guinet, je travaille chez Quarks Lab, qui est une boîte qui fait de la sécu info à la base. Je travaille sur un compilateur offusquant basé sur LLVM. Sur mon temps libre, j'essaie de travailler sur deux, trois projets, dont Dragon FFI, qui est un projet qui permet d'appeler des fonctions C depuis du Python sans avoir à tout déclarer en Python, en utilisant Clang et LLVM, tout est un peu lié. Et sur un projet qui est fait par quelqu'un qui s'appelle Charles Guelton, qui s'appelle Pythran, dont l'idée est de traduire un sous-ensemble du Python en C++. J'aime bien aussi faire de la crypto et du reverse engineering. Alors pourquoi je vous raconte ma vie? Parce que Solto, est un mélange de tous ces trucs-là, un peu mélangé. Donc j'ai essayé de vous raconter une histoire d'un bug qu'on a eu en essayant de regarder les performances du code généré par Pythran. Et donc l'histoire, c'est de dire comment on se rend compte qu'il y a un problème de perf, comment on essaie de l'analyser, comment on essaie de fixer son compilateur, et est-ce que c'est vraiment si difficile que ça. Et donc en fait, c'est une excuse pour moi d'essayer d'introduire à des gens qui font du C++ l'IR-LLVM, donc une représentation intermédiaire du compilateur Clang et LLVM, d'essayer de montrer comment on peut arriver à comprendre un bug de performance comme on peut avoir dans le cas que je montrerai, et d'essayer de vous donner en fait un peu une idée de ce qui se passe dans un compilateur quand vous faites Clang ou GCC, etc. Donc le but ultime de tout ça, c'est de vous rendre que la prochaine fois, peut-être que vous avez ce genre de problème, vous dites, bah tiens, j'ai peut-être regardé dans les sens de Clang ou de LLVM, essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Parce que finalement, un compilateur, c'est juste un autre projet C++. C'est un gros projet C++, ça pique un peu. Mais bon, ça reste quand même un projet comme un autre. Alors comme toute histoire moderne, il y a des pubs, parce qu'aujourd'hui on vend de la pub de partout, et donc je vais faire une première pause pub. Qui va être une présentation vite fait des instructions vectorielles, parce que je vais en parler, donc pour que tout le monde soit à peu près au jus de ce dont on parle. Donc une instruction vectorielle, c'est un truc qui a été inventé pour, ça veut dire, le modèle SIMD, ça veut dire Single Instruction Multiple Data. L'idée c'est qu'en une instruction, on fasse plus de choses, on traite plusieurs données en même temps. Donc les trucs assez connus chez Intel, ça va être le SSE et l'AVX2, 128 bits ou 126 bits de registre. Et donc si je prends un exemple d'addition de deux entiers de 32 bits, je vais avoir un vecteur de 128 bits où je vais caler 4 entiers comme là. J'en vais avoir un deuxième, je vais appeler une instruction qui fait l'addition. Au résultat, j'aurais fait 4 additions en une instruction. L'idée c'est que l'instruction P add ici a la même latence que l'instruction add. Et donc en principe, on fera 4 opérations à la place d'une, et donc on va entre guillemets 4 fois plus vite. Donc c'est l'idée générale. Donc je vais revenir au bug. Donc Pythran, comme j'ai dit, c'est un convertisseur d'un sous-ensemble de Python en C++. Ça va générer un gros code C++ qui utilise un back-end, etc. Qui implémente des modules Python type NumPy. Donc c'est vraiment ciblé pour le Python scientifique, c'est eux qui ont généralement besoin de perf. Et dans les projets un peu similaires, il y a Cython qui va grosso modo traduire du Python en C, et PyPy qui est un JITer Python, dont l'idée est de supporter tout Python mais de JIT ça pour aller plus vite. Et donc je vais prendre un exemple tout simple. Donc au début, Serge, qui est l'auteur de ce projet, me dit bon, il faut regarder les perfs de Python et tout. Donc je dis ok, je vais faire une addition de deux vecteurs de 32 bits, un truc très simple. Et je vais comparer les perfs de ce truc-là par rapport à une boucle que j'écris en C. Et donc c'est ici. Donc là j'ai le code qui fait une addition de deux vecteurs en C assez on va dire classique. J'ai un vecteur résultant, j'ai deux vecteurs à la base, une taille. Je fais res de i égale a de i plus b de i. Jusque là tout va bien. Donc là j'utilise Dragon FFI, ça c'est la petite pub cachée, hop, pour utiliser ça en Python. Je génère deux tableaux aléatoires avec NumPy de 200 000 éléments, et je benchmark la fonction C pour avoir une référence. Grosso modo, je considère que la fonction C ici, compilée pour ma machine, etc., va être vectorisée, tout ce qui va bien, et c'est à peu près ce que je pourrais faire de mieux sur mon PC. Donc grosso modo ça fait 50 microsecondes dans l'ordre de grandeur. Là en fait je fais pareil avec Pythran, donc je compile ma fonction Pythran. Ça c'est des erreurs qui n'en sont pas. Hop, et donc là je vais faire le benchmark de cette addition avec Pythran. Et si tout se passe bien, c'est plus lent. Voilà. Donc en gros, grosso modo, dans l'ordre de grandeur, je suis 2 fois plus lent. Et la question c'est pourquoi. Tac. Alors on peut se dire grosso modo sur ce genre de boucle, ce qui va faire que c'est rapide ou pas, c'est la vectorisation. C'est à dire que comme j'ai dit tout à l'heure, cette histoire d'instructions vectorielles qui vont faire 4 éléments par 4 éléments, si le compilateur en fait me génère pas ces instructions vectorielles, et ben je vais être plus lent, et grosso modo on a le sentiment que c'est un peu ça qui vient de se passer, et que finalement il m'a rien vectorisé.
Et donc là, en fait, dans Clang, alors je vais parler que de Clang et LLVM ce soir, parce que GCC, je connais pas trop, donc je préfère parler des choses que je connais. Vous avez des options qui vous permettent de demander au compilateur de vous dire quelle boucle il a vectorisé. Donc ici, par exemple, j'ai airpass loop égale loop vectorize qui est là. Et donc si je lance ça sur mon code C du tout début, là, où il y a juste une boucle for très simple, il va me dire, ben regarde, j'ai vectorisé la boucle ici, avec la taille des registres, etc. Et donc là, je sais que tout va bien, il a fait ce qu'il veut. Et donc si ensuite je fais pareil avec Python, donc là, je génère le C++ associé au Python, ça me donne un truc comme ça. C'est un peu une sale tête. Grosso modo, le truc important, c'est ça. Et donc ce que ça va faire, c'est que opérateur .2.2.add, c'est grosso modo A plus B. Et ça, en fait, après, ça va dérouler des boucles, etc. Et ça va censé me générer, on va dire, il y a une abstraction, en fait, justement, qui est faite là-dedans, qui est censée me générer l'addition finale des deux vecteurs. Et donc si je compile ce code avec Lang, avec la même option que tout à l'heure, et ben là, il me dit rien. Il a vectorisé rien du tout. Et si je lui demande de m'afficher, en fait, les boucles qu'il a ratées, donc avec cette option-là, tac, et ben en fait, il y en a plein qui ratent, dont certaines qui ne servent pas à grand-chose. Alors là, il faut me prendre sa parole. Grosso modo, celle qui est compliquée, qui a l'air foireuse, qu'il a raté, c'est celle-là. Donc il faut comprendre que dans Python, il y a des expression templates. Bon, grosso modo, il y a des types qui décrivent des expressions, à la fin on les déroule. Et c'est à peu près à ce moment-là que le déroulement est fait. Et là, il me dit, la boucle n'est pas vectorisée, donc il y a effectivement un problème. Et le but de cet exposé va être de comprendre ce qui se passe. J'ai perdu personne là? Impeccable. Alors l'autre façon de faire, c'est de regarder du code assembleur. On va le faire, parce que pour la forme. Donc il y a des assembleurs là qui s'appellent IDA, qui est normalement payant, mais il y a une version gratuite qui coûte pas un bras si vous voulez regarder. Et c'est quand même plus joli de regarder ça que OBJNump avec un gros pâté là qui ressemble à rien. Et donc là par exemple on voit ici qu'il m'a bien vectorisé ma boucle de mes additions. Là j'ai des instructions AVX2 et tout qui font mes additions 8 par 8, tout se passe bien. Ça c'est la version C. Si je prends en fait la version Python qui m'a généré ici, tac, je vais faire un peu en live parce que voilà, il faut un peu de challenge. Bon, le code Python il pique un peu plus, mais grosso modo là-dedans. À un moment donné, ouais, ouais, il m'a tout inliné en fait, c'est un peu l'échec. Bon, vous allez me croire sur parole, mais la boucle. Bon, je sais plus où se passe la boucle, je l'ai retrouvée tout à l'heure. Dans le troisième carré. Bon, bref, à un moment donné, on voit qu'il fait de load, il fait un add, il fait un store. Et c'est bien séquentiel, il y a 0 instruction vectorielle, et effectivement, c'est l'échec. Bon, c'était vachement plus simple à voir avec Lang, hein, donc voilà. Alors, comment on fait pour s'en sortir quand on a des problèmes comme ça? Un compilateur qui n'arrive pas à vectoriser les boucles, ça arrive assez souvent. Pour ceux qui font ce genre de choses, ça leur arrive. Donc, il y a grosso modo deux façons de s'en sortir. La première, c'est d'écrire de l'assembleur à la main. C'est pas super funky. En plus, il faut le faire pour chaque architecture qu'on veut supporter. Dès qu'il y a l'AVX 512, je sais pas quoi, qui va sortir, il faut tout réécrire. On n'a pas envie de faire ça. Autre façon de faire, il y a des librairies plus haut niveau qui permettent d'avoir une abstraction en fait, de ce concept de vecteur et qui génèrent derrière l'instruction qui va bien. Donc il y en a une qui s'appelle BoostSIMD, fait par Numscale, qui je crois est dans un état un peu plus trop utilisable. Une autre qui est faite par QuantStack, qui s'appelle XSIMD. En théorie, il doit y avoir des gens de QuantStack ce soir, je ne sais pas s'ils sont là. Ouais, ils ne pourront pas en parler. Et donc Python en fait, a déjà un mode comme ça, vu que l'échec est déjà arrivé. Et donc en fait, dans Python, on peut lui dire utilise BoostSIMD. Si j'arrive à descendre. Magnifique. Pourquoi le truc est pété? Bon bref. Chrome est complètement parti en... Ok. Donc là je lui dis utilise BoostSIMD, donc il va me recompiler ça en fait en utilisant l'abstraction fournie par BoostSIMD. Et si là je lui demande de faire le timing, je retombe sur un truc qui ressemble du même ordre de grandeur que mon addition d'origine. Donc là on pourrait dire ok, bon bah t'es bien gentil, finalement t'as réglé ton problème. Mais en fait on aimerait dire finalement il y a quand même un bug dans le compilement à un moment donné, il n'arrive pas à vectoriser cette boucle alors que c'est quand même un truc super simple et il s'en sort pas. Et comment on pourrait finalement fixer le compilateur pour s'en sortir. Et donc une façon de le faire c'est de dire on va essayer de faire un test case réduit, je ne vais pas envoyer
aux gens qui font du Clang LLVM, j'ai pas envoyé mon gros truc Pitran là avec mes entêtes dans tous les sens et tout, et leur dire ça marche pas, on va essayer d'être un peu plus fin que ça et d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe, et justement d'envoyer un test case un peu plus réduit, quoi. Et éventuellement de le fixer nous-mêmes si on arrive. Et donc deuxième pub pour faire tout ça, petite introduction à un cours de compilation 101. Donc Clang LLVM, comment ça marche? On va avoir des front-ends. Donc le plus connu ça va être Clang, on peut en avoir d'autres qui gèrent d'autres langages, Flang pour le Fortran pardon, etc. Ça va générer, en fait ça va prendre le code C ou C++, ça va générer une représentation qu'on appelle intermédiaire. Alors les représentations intermédiaires ça veut rien dire, on a 40 dans les compilateurs, mais celle-là on l'appelle la représentation intermédiaire LLVM parce qu'elle est facilement accessible et compagnie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dessus. Et donc le compilateur, quand on est en moins ou 2, et ben sur cette IRLVM, il va lancer plein d'optimisations, type, je sais pas moi, combinaison d'instructions, déroulement de constantes, des trucs comme ça. Et une fois qu'il a fait ça, il va générer le code final pour le CPU qui est ciblé. Donc l'avantage, grosso modo, on le voit bien dans le schéma de ce genre d'infrastructure, c'est qu'on a créé une optimisation une fois, et en théorie, elle marche pour tous les trucs qu'on va supporter. En pratique, il y a des problèmes, mais on va dire que c'est l'idée. Et donc l'IRLVM, ça ressemble à quoi? Donc c'est une sorte d'assembleur typé qui est structuré, c'est-à-dire qu'il y a un module qui correspond grosso modo au point C, des variables globales qui vont être les tableaux globaux que vous avez, les chaînes de caractères, des choses comme ça. Et ensuite, il y a des fonctions qui sont découpées en basic block et en instructions. C'est un truc assez classique. Ça ressemble à ça. Ça fait du... c'est basé sur du Single Static Assignment, SSA. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un mot compliqué pour dire... dans une fonction, quand j'ai une variable qui est mise, qui a une valeur, elle ne pourra jamais changer. Je pourrais taper cette variable quand je veux et ce sera toujours la même. C'est immutable. Voilà. Et l'avantage de cette représentation sur LLVM, c'est qu'on va la sérialiser et déraciner dans une forme textuelle qui est assez lisible et sur laquelle on peut raisonner. Alors des remarques random plus ou moins. On a l'envie de se dire, bah, tiens c'est marrant, finalement j'ai une sorte de représentation intermédiaire qui pourrait être portable et finalement je générerais mon C dans ce truc là, je le mettrais ailleurs et ça marche. Alors ça marche pas. C'est pas une machine virtuelle portable, c'est-à-dire que quand vous générez l'IRLVM pour une cible, et ben cet IRLVM il est quand même dépendant de la cible que vous avez ciblée au départ. L'ABIC, donc l'ABI ça va être le fait de dire par exemple j'ai une structure, comment cette structure est passée par registre ou par stack ou machin. C'est à moitié résolu, c'est un truc un peu bancal. Il y a Clang qui fait un bout, il y a le backend qui fait un bout, c'est un truc un peu intermêlé, c'est pas super propre, mais il faut le savoir. Et voilà, donc je montrerai des exemples de ça. Donc première IRLVM qu'on présente. Donc là j'ai une addition de deux entiers de 16 bits non signés. Si je génère ça avec Clang, donc je lui dis Clang aimez-moi l'IRLVM pour ce truc là, avec un niveau d'optimisation de 1, et bien là on voit donc que j'ai une fonction qui prend deux entiers. Je fais une addition des deux registres qui sont là, qui sont A et B les deux pointeurs, et je retourne ce truc là. Donc c'est assez simple à comprendre, on voit qu'il y a un type, ICS c'est le type, à chaque fois les types ils sont bien remis, etc. Il y a ces trois lignes-là, je les ai laissées parce qu'elles sont importantes, donc source file name c'est pas très important, ça dit que le nom du fichier à la base, mais ces deux trucs-là en fait ils prouvent un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que là on montre bien que l'IR qui est là est généré pour le trip, donc le trip c'est grosso modo x86 Intel 64 bits Linux, et le data layout c'est un truc qui va dire ça ça fait 64 bits, le pointeur 64 bits, des choses comme ça. Donc là j'ai appliqué des optimisations. Si je prends vraiment la sortie de Clang qui est pure, on voit des trucs un peu intéressants. Donc on voit vraiment comment fonctionne un peu le C. C'est-à-dire qu'en C, quand je fais A plus B ici dans le standard, ça va dire en fait tu mets A en 32 bits, tu mets B en 32 bits, tu fais l'addition et tu recastes en 16 bits derrière. Ne me demandez pas pourquoi ça fait comme ça, mais c'est fait comme ça. Et en fait là on le voit bien, là on voit qu'il prend le I16, il fait un ZX sur 32 bits, donc il rajoute des 0 pour faire 32 bits. Il fait pareil pour le deuxième, il fait l'addition et après il tronque. Donc là, si vous faites zéro optimisation, vous prenez la sortie Clang pure, et ben vous voyez ce pattern qui apparaît, et c'est les optimisations de LLVM derrière qui font que tout ce joli code qui ne sert pas en chose finit en une jolie addition sur 16 bits. Et donc, autre truc intéressant à faire sur cette IR, c'est qu'on peut appliquer les différentes passes d'optimisation de LLVM à la main, et voilà sorti avec un outil qui s'appelle OPT, comme optimisation. Et du coup, c'est assez marrant, c'est assez intéressant parce qu'on peut vraiment comprendre ce que fait une passe, on peut vraiment faire des trucs step by step, on peut afficher les analyses, etc. Et donc là, par exemple, ici on voit qu'il fait un alloca. Donc alloca, ça veut dire alloue moins d'espace sur la stack pour un entier de 16 bits. C'est une stack virtuelle. Il fait pareil, et donc store, load, ça c'est assez compréhensible. Et donc là, en fait, même to il va dire, ben là je fais un alloca, un store et un load. Finalement, ça peut être un registre. Et du coup, je vais convertir le registre qui est au fond là directement. Et donc ça veut dire memory to registre, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand il y a des éléments qu'on va allouer sur la stack, que finalement on peut les transformer en registre, et ben on le fait. Et donc là, il me fait sauter tous ces loads et ces stores.
Et là, j'ai un truc un peu plus propre où j'ai juste les deux extensions de 16 à 32, l'addition et le retour. C'est bon là, on est bon. Ok, impeccable. Et donc après, je peux enchaîner en fait les passes. Et là, par exemple, je peux utiliser une passe qui s'appelle inst combine, qui est une combinaison d'instructions. Et donc, grosso modo, inst combine, c'est tous les trucs qui vont vous. C'est une passe que vous aimez bien sans savoir. Quand vous écrivez 1 plus 2 fois i moins 4 fois je sais pas quoi, et ben c'est ça en fait qui va dire tout ça, je peux le rassembler en une instruction parce que je sais que c'est équivalent. D'accord ? Donc c'est ça en fait, c'est une des optimisations qui est assez puissante dans les compilants en général. C'est vraiment le truc qui va essayer de réduire le nombre de calculs qu'on fait par équivalence connue. Et donc grosso modo, si on battait le code de ce pass, c'est vraiment des patterns qui sont matchés. Il y a une liste énorme de patterns. Il y a des papiers de recherche pour le faire différemment d'ailleurs. Bon bref. Et donc c'est là en fait en combinant ces deux optimisations qu'on arrive à ce qu'on a vu au départ. Donc il faut comprendre en fait que quand vous écrivez -2 ou -1, dans l'LVM ça va instancier un pipeline qui est calé en dur dans le compilo. Suivant O1, O2 ou O3, il y a des passes qui vont là ou ne pas être là. Mais grosso modo c'est ça, c'est toujours le même pipeline qui est à peu près dans l'ordre. Trouver l'ordre le plus optimal pour tous les problèmes, c'est un problème compliqué. Et là il s'avère qu'il y a un truc qui marche à peu près pour tous les problèmes généraux qui est calé quoi. Donc là, on a vu des trucs très simples, on va essayer de voir des choses un peu plus compliquées parce qu'on va faire des trucs qui piquent un peu après. Enfin. Donc. Tac. Ok. Je pense que le Python notebook a craché. Jupyter notebook. Il fait qu'il y a un truc qui marche pas parce que sinon. Impeccable. Donc là j'ai fait, bon là on l'a déjà vu, si là je fais des shorts, j'ai bien mon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, A plus B machin, tout va bien. Donc là on va faire une chose plus compliquée, on va ajouter du flow control. Donc là j'ai une fonction, si A est plus grand que 10, ça m'affiche que c'est plus grand que 10, sinon ça m'affiche que c'est plus petit que 10. D'ailleurs, hop. Et donc il se passe quoi, j'ai mon entrée A qui est là, j'ai une comparaison ici plus grand que 10. Et ici j'ai un branchement, il va dire si suivant ma comparaison tu vas dans ce label là ou dans ce label là. Ensuite je branche sur la fin et voilà. Donc c'est un truc assez classique, jusque là pas trop de problème. Et c'est là qu'on va voir. Voilà. Et donc là je fais autre chose, là je fais à peu près pareil mais j'ai une valeur de retour qui va être différente suivant la branche que j'ai prise. Et donc en fait tout à l'heure j'ai parlé de forme SSA. Donc là comme on a vu depuis tout à l'heure, il y a des registres qui ont des valeurs, donc ici CMP, ici call, ici mul, etc. Et donc en fait, CMP ici, il a une valeur, elle ne peut pas changer, ce que je disais tout à l'heure. Et donc en fait, il y a un problème, c'est que quand je vais avoir des branches, à des moments donnés, je vais avoir une valeur qui va dépendre de la branche d'où je viens. Et donc pour régler ce problème-là, vu que je ne peux pas modifier un registre, là je pourrais dire, finalement si je suis là, return je set à quelque chose, et là return je set à quelque chose, mais j'ai pas le droit de faire ça. Donc en fait, on introduit le concept de finode, où on va dire, si tu viens de la branche if.zen qui est celle-là, et ben tu me prends la valeur mul, et si tu viens de la branche if.n, et ben tu me prends la valeur add, et c'est comme ça que je m'en sors dans ma forme SSA pour ce cas-là. Ça marche? Il y a peut-être des gens qui connaissent tout ça et du coup qui s'ennuient, mais je suis désolé. Et donc là, on va commencer à reprendre notre boucle favorite, ici. Donc là, j'ai mis en -O1. -1, il s'avère qu'il va rien me vectoriser. Donc là, j'ai le code pas vectorisé. Et donc en fait, là, j'ai une boucle où du coup, j'ai ici mon addition, ici mes loads de mes deux vecteurs. Pardon, celui-là. Et ici le store de la valeur. J'ai des trucs au milieu là. Alors, get element pointer, grosso modo, c'est quand vous faites en C. Il y a des gens qui me brûleraient pour dire ça, mais quand vous faites A crochet I, c'est un get element pointer. En gros, c'est dire je pars d'un pointeur, je prends l'index IM index à partir du pointeur donné, quoi. Donc là, je prends l'index dans %1 qui va être l'indice de boucle, un truc comme ça. Ici, %8, on voit que c'est un finode. Suivant d'où je viens, il a deux valeurs. Au début, il a 0 et sinon, il a %15. %15, c'est ce qui est là. Et donc, on fait %8 plus 1. Donc en fait, c'est l'indice de boucle. Et donc cette variable-là, en fait, c'est ce qu'on va appeler une variable d'induction, c'est-à-dire que c'est une variable qui dépend de où on est dans la boucle, grosso modo, et c'est le compteur, quoi. Et donc là, avec un peu de recul, on arrive à finalement avoir notre boucle qui fait de l'eau, d'une addition, et tout se passe bien. Ça, c'est pareil. Tac. Et du coup, là, si par exemple, je vectorise, donc là, je le mets en -2, et en -2, il va me vectoriser. Là, j'ai un truc qui pique un peu plus, il a déroulé les boucles, etc. Le seul truc intéressant à voir, c'est qu'il y a ce type vectoriel qui est là. Donc là, en fait, il va me loader 4 entiers de 32 bits dans un vecteur. Il me fait une addition vectorielle, etc. Et là, on voit un truc qui est intéressant quand même, c'est que le concept de vecteur,
est quand même abstrait ici. Et du coup, ça va pas forcément le seul truc qui va dépendre de l'architecture, c'est le 4, ça va être la taille du registre dans lequel on va pouvoir se mettre. Mais du coup, par exemple, la vectorisation est écrite une fois et marche de partout. Voilà, alors juste un truc vite fait pour se rendre compte de, je disais, l'IR dépend de la cible, donc là je suis en 64 bits, il me sort un i64. Et là, si par exemple je lui dis de compiler pour 32 bits, bah, il me sort un i32, donc là on voit clairement dans cet exemple-là que l'IR va vraiment dépendre. Alors là, c'est à cause du standard C, on va dire. Mais de manière générale, l'IR va vraiment dépendre de la cible qu'on tape. Donc il ne faut pas s'amuser à dire ok, je fais une IR, je la mets ailleurs. Enfin, je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui essaient de le faire et qui sont plantés à cause de ce genre de problème. Ok, donc fin de la pause commerciale. Donc comment on va trouver notre bug? Donc tout à l'heure, j'ai dit. Il nous a dit à peu près le AirPass Analysis ou Vectorize, il a dit bon ok, je vois à peu près le code dans Python qui marche pas. Je disais donc Python utilise Expression Template. Et en fait, donc je vais pas vous faire tout le cheminement qui m'a permis de réduire le k-test, mais grosso modo en partant de là, on voit que à un moment donné, on a un itérateur, enfin une sorte de zip itérateur qui est utilisé. Il faudrait que j'arrive à cliquer là-dessus. Non. Non. Ah. Voilà. Donc grosso modo, en fait, si on fait un k-test simple, on va avoir un itérateur qui contient deux pointeurs, donc nos pointeurs A et B. Et en fait, quand on déférence cet itérateur, putain, désolé, quand on déférence cet itérateur, ça va faire étoile A plus étoile B, donc ça fait ça. Donc grosso modo, tout le reste c'est de la syntaxe pour faire un itérateur random access itérateur. Mais finalement, les deux trucs importants, c'est qu'on a deux pointeurs ici, et que quand on référence, ça fait une addition. D'accord? Et l'équivalent en fait de notre addition, elle est faite comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a une fonction hop qui va prendre un pointeur vers le résultat, deux itérateurs, les add-zip itérateurs, que j'appelle ça comme ça, et qui en fait fait un std copy, et du coup le std copy fait qu'il va dérouler l'itérateur, enfin entre it et it end, et dans le résultat, du coup, on va mettre l'addition des deux de A et B. Ça marche? Ça, c'est la partie C++, c'est pour ça que je peux être là. Et donc en fait, si on prend ce k-test là, je sais pas où est ma souris, elle est là, tac. Quand je le compile avec le fameux Clang 401 et je le mets en -2 où il est censé vectoriser, on voit bien qu'il ne me génère pas du tout une boucle vectorisée. Donc tout à l'heure, on voyait rien dans l'assembleur IDA, là on voit clairement que ça marche pas. Et si par exemple je prends Clang 7 où ce bug là a été fixé, je vois clairement que là j'ai ma jolie boucle vectorielle, quoi. Donc à un moment donné, le compilateur a une analyse qui marche pas et n'arrive pas à s'en sortir, quoi. Donc là on a plus ou moins réussi à réduire notre cas, et à partir de là ça quand même devient beaucoup plus simple de raisonner et de comprendre ce qui se passe. Et donc là ce qu'on va essayer de faire, on va se dire bon bah je sais que la version C vectorisée, je peux connaître sa IRLVM, je peux connaître l'IRLVM de ce truc là, et du coup je vais essayer de comparer les deux pour voir s'il y a quelque chose dans l'IR qui change, qui est pas pareil. Donc ici j'ai la version que j'ai réécrite, d'accord, donc qui est celle-là, le add-zip itérateur, et ici j'ai la version C basique que j'aimerais avoir, non vectorisée, donc là j'ai désactivé la vectorisation ici. Et donc en fait on voit qu'il y a effectivement des lignes en plus, là il y a ce fameux int to ptr, ce ptr to int, il y a des filles en plus ici qui traînent là. Et donc là en fait on peut se rendre compte d'un truc déjà, c'est qu'en C++ on aime bien dire qu'on a des extractions qui coûtent 0, etc. machin. Mais en fait finalement mon truc là, mon add-zip itérateur, c'est une sorte d'abstraction pour faire des expressions templates et des trucs compliqués. Et en fait mine de rien, même après optimisation, dans mon IR, ce truc là se ressent toujours, existe toujours. Et je le paye en fait à un moment donné quand même pendant ma compilation. C'est pas complètement gratuit. C'est un des messages que j'essaie de faire passer en voyant ça. Et donc là on se dit, bon bah c'est peut-être ces int to pointer et ces trucs là qui posent problème là. J'ai essayé d'en savoir un peu plus. Donc si je reprends les int du vectoriseur là, quand je lui demande, j'ai un flag qui lui dit ben ça marche pas et je peux rajouter ben dis-moi pourquoi ça marche pas. Il me dit ça, il me dit value that could not be identified as reduction is used outside the loop. Alors bon, on lit ça, on fait ok, cool story, je sais pas trop ce que tu veux me dire là. Et donc une façon de faire, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle grep et de prendre les sources de LLVM et de dire bon ben où ce truc là apparaît dans LLVM, et on tombe sur ce magnifique bout de code qui est dans une passe qui s'appelle, enfin qui est dans la passe du vectoriseur, un gros truc qui fait la vectorisation, qui est bien compliqué.
Et donc à un moment donné, il dit ok, bon, pour toutes les boucles qui existent, donc grosso modo ma boucle à moi, je prends toutes les instructions qui sont dans cette boucle. Alors vous remarquez que l'IRLVM est assez simple à parser, hein. En deux for, là on a descendu l'arbre. Est-ce que ce machin est une finode, les fameuses finodes dont je parlais tout à l'heure. Et là il essaie de regarder, est-ce que cette finode est une induction? Ok. Et si en fait tous ces trucs là marchent pas, à la fin il me dit j'arrive pas à dire que ce truc là est réduction. Alors le message d'erreur en fait il est un peu trompeur, hein, parce qu'en fait il teste plein de trucs, à la fin il teste des réductions et il dit bon bah ça marche pas, du coup c'est pas une réduction. Mais potentiellement ça veut aussi dire que c'est pas une induction alors que ça en est une lettre. Alors induction j'ai expliqué c'était tout à l'heure, si vous avez suivi. Enfin si vous avez, j'ai pas perdu tout le monde encore. L'induction ça va être ces variables phi là. Une induction en fait c'est un... Bon j'ai la définition tout à l'heure mais c'est vraiment ça va être par exemple l'index de boucle, ça va être une variable qui va bouger à chaque itération de la boucle, donc on fait i plus 1, i c'est une variable d'induction. Donc en fait là il dit j'ai une boucle, j'ai des phi nodes et je n'arrive pas à savoir si c'est l'induction donc je sais pas quoi en faire. Et en fait c'est pour ça que là ça marche pas. Ça veut dire qu'il y a un moment donné dans ces 4 phi nodes là, eh ben, il y a un truc il sait pas quoi en faire. En fait on voit, en plus on a ce macro debug là, qui nous dit fin de notifier de phi, et en fait ça pourra nous aider parce que ça pourra nous montrer vraiment dans l'IRLVM où il y a le truc qui marche pas. Sauf que pas de bol, quand vous avez un Clang compilé, release, packagé qui va bien, et ben ces debugs là ça n'existe pas, c'est comme quand vous faites assert, -d, ndebug, machin, tout ça, ça n'existe pas. Donc une façon de s'en sortir c'est de dire, eh ben je vais compiler Clang LLVM, j'ai pas peur, ça me fait pas peur. Et donc comment on fait ça? En fait c'est vraiment bien fait pour le coup, il y a une doc CMake et tout, le CMake est vraiment propre, enfin il est vraiment propre. Pour la taille du projet, le CMake je trouve qu'il est assez propre. Vous téléchargez les sources de Clang LLVM, vous lancez la ligne de CMake qui va bien, que je vous ai mise là, une façon de le faire, de compiler en debug. Je vous conseille d'utiliser Ninja aussi parce que si vous modifiez un fichier, c'est un gros projet quoi, donc si vous utilisez les Makefile classiques, vous modifiez un fichier, il met 2 minutes à comprendre s'il faut recompiler, que Ninja il met c'est instant quoi. Bon, bref, et ça prend un peu de temps, donc là sur ma machine ça prend 20 minutes, donc vous pouvez lancer ça en tâche de fond et faire autre chose. Une fois que vous avez réussi à compiler Clang LLVM, vous pouvez le relancer en activant cette fameuse info de debug en lui disant d'afficher que celle de vectorisation, sinon vous allez avoir une liste assez longue. Et là on voit bien, il nous dit bon bah j'ai trouvé une boucle qui est ma boucle for, j'ai trouvé 3 variables d'induction et il y en a une que je trouve pas qui est celle-là, phi i64 machin. Ok, et donc en fait la phi i64, donc les 3 premières il les a trouvées, et comme on disait c'est celle-là là, qui finalement il sait pas quoi en faire, il n'arrive pas à trouver que c'est une variable d'induction. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vous ai mis un... Alors pour que... C'est là où... Si j'ai pas encore perdu tout le monde, c'est là où on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc j'ai annoté en fait l'IRLVM là, d'accord. Donc on voit que hop c'est ma fonction, j'ai mon pointeur res, j'ai l'itérateur en fait c'est 2 pointeurs, et en fait il me l'a... C'est un nom dont j'ai oublié le nom. Sa structure, je sais pas quoi, là, quand on passe une structure par valeur, il éclate la structure pour passer par registre. Bon c'est ce qu'il a fait là quoi. Donc il me l'a fait pour l'itérateur et l'itérateur de fin. Donc au début il fait donc pointer to int et int to pointer, vous avez peut-être senti ce que ça veut dire. Pointer to int c'est équivalent si vous faites par exemple int pointer t d'un pointeur, vous prenez un pointeur et vous castez sur un entier. Int to pointer c'est la transformation inverse. Donc là grosso modo ce qu'il fait c'est qu'il calcule la taille, il dit si la taille ça fait 0 je vais à la fin, donc jusque là tout va bien. Sinon il dit bon ben je prends un count et je divise par 4. Je sais plus pourquoi il divise par 4 parce que je travaille sur des entiers de 4 et i32 ça fait 4 octets quoi. Et donc là, pour avoir une induction, c'est le count, donc c'est où j'en suis dans ma boucle. Donc c'est une phi node, si je viens du header, c'est le count de base, et sinon c'est le next count qui est là, qui finalement, en fait là il compte en faisant -1, pourquoi pas, hein, il fait ce qu'il veut. Le pointeur résultant, l'itérateur B et l'itérateur A. Donc en fait, ce qu'on remarque, un truc marrant, c'est que là j'ai des pointeurs pour le résultat et le premier itérateur, et pour le deuxième itérateur, j'ai un i64 qui correspond à mon pointeur, qui en fait est casté en int to pointer et pointer to int, et il le fait aussi ici. Et en fait, pourquoi il y a ces trucs là, on peut sentir que c'est ces trucs là qui nous met dedans. Et donc en fait ce qu'on va se dire, c'est qu'on va regarder l'analyse de variable d'induction, pourquoi elle marche pas, et ce qu'on peut comprendre en lisant les sources. Vous avez su exactement ce que vous étiez en train de vous dire. Donc l'analyse qui fait ça s'appelle scalar évolution. C'est une analyse assez, en fait c'est mathématiquement assez beau je trouve comment c'est fait. Il y a un talk dans RoLVM de cette année où la personne qui a fait ça le présente et je trouve que c'est super bien présenté. Et grosso modo c'est une analyse qui va vous dire dans cette boucle là, cette variable a telle fonction, en fait fonction de i elle vaut ce truc là,
et c'est capable de le faire pour beaucoup de variables dans la loop, et du coup c'est une analyse qui permet de trouver une variable d'induction, parce que c'est une analyse qui va être capable de nous dire, bah ça en fait c'est i plus 1, c'est ta variable de ton compteur par exemple, ou des choses comme ça. Et donc en fait si on regarde le code de cette analyse là, on dit, si on a envie en fait de supporter int to pointer et pointer to int, bizarrement c'est les trucs qui nous mettent dedans, et il dit en fait je peux pas le faire pour plein de trucs, parce que ça peut être de l'aliasing, etc., donc on va pas aller plus loin. Mais grosso modo, ce qu'est la révolution, quand il voit int to pointer et pointer to int, il dit je sais pas comment faire, et c'est là en fait où il y a le problème. On se rend compte déjà le problème. Donc là on a une hypothèse, on se dit bon c'est peut-être ça, est-ce qu'on peut essayer du coup de vérifier que cette hypothèse est vraie? Donc un autre avantage de la LVM, c'est qu'on peut écrire des passes out of tree, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on peut écrire une passe sans devoir compiler tout compilateur. Bon, à ce moment-là vous l'avez déjà fait, mais peut-être que vous avez envie de le faire avant. Et donc là il y a un exemple, alors je sais pas si j'ai internet, sans échec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la connexion internet. C'est ça là? Yes. Et donc je vais pouvoir écrire une passe en fait où je vais pouvoir parser les trucs là et dire ben, si j'ai cet enchaînement là, je l'enlève et je verrai ce qui se passe. Donc si vous faites. Ça aurait été trop beau. Désolé. Ce sera coupé au montage. Je crois que c'est ça. Hop là. C'est Linux, c'est user friendly. Donc grosso modo, là j'ai ma passe, j'écris ma passe en C++. Je vais pas vous montrer, mais juste ce truc là pour comprendre. J'écris, j'ai une classe à dériver qui s'appelle fonction pass, qui porte bien son nom. C'est une passe qui va tourner sur des fonctions. Je l'enregistre dans des trucs, etc. Bon, c'est pas important. Mais grosso modo, ben, je vais lui dire ben, pour tous les basic blocks dans F, pour toutes les instructions dans basic block, si ce truc là est une finode, les fameuses finodes, si c'est une finode que je veux traiter, ben, je la mets dans un vecteur. Et ensuite je transforme toute une finode, et là c'est la fonction qui va justement enlever ce double cast. Et là je dis est-ce que j'ai modifié quelque chose. Donc voilà. Et là ça fait genre 120 lignes de C++ avec plein de sauts de lignes et des accolades là. Et c'est pas super, la doc est vraiment bien écrite et tout, c'est pas quand on a compris les concepts en fait, c'est pas ultra compliqué à écrire et ça se fait assez bien. Faut quand même un peu en vouloir quoi, mais voilà. Et donc là, quand on fait une passe comme ça, on peut l'enregistrer dans le pipeline. Donc il y a le fameux pipeline d'optimisation qui existe. Et je peux dire, ben, mets-toi juste avant la vectorisation et tu cales ma passe et on voit ce qui se passe. Donc c'est ce que je fais là. Donc là j'ai deux versions. Là j'ai la version d'origine, celle qu'on a vue tout à l'heure. Et là en fait je lui ai dit, ben, load-moi mon point SO là, grosso modo. Et ne vectorise pas parce que j'ai quand même envie de voir ce qui se passe. Et là on voit bien qu'il m'a fait sauter les deux int to pointer. Donc c'est à peu près ce que je voulais. Et si j'enlève, si je lui dis de vectoriser, là en fait il s'en sort, l'analyse marche bien et il arrive à me faire mon code vectorisé. Donc ce qu'on pensait en fait en se disant finalement il y a ce truc là qui apparaît qui ne devrait pas apparaître, on commence à toucher un peu le bout du problème. Et donc dernière question qu'on peut se poser, c'est quelle passe d'optimisation, parce que finalement c'est pas une optimisation, quelle est la passe d'optimisation qui m'a créé ce truc là, qui m'a cassé toute mon analyse et qui finalement marche pas. Donc si on utilise le Clang en debug qu'on a compilé tout à l'heure pendant une demi-heure, on peut lui faire afficher en fait les noms des variables et on voit qu'on a ce truc là qui apparaît, le SROA. SROA ça veut dire Scalar Replacement of Aggregate. C'est encore un mot compliqué pour dire quand on a un allocat d'une structure, et bon on la découpe en allocat de registres, parce que du coup ça permet de faire des analyses plus fines sur les registres, enfin sur les membres de la structure quoi. Et en fait ça du coup c'est utilisé parce que nous on a notre itérateur qui contient deux pointeurs, c'est une structure, et cette passe là du coup est super importante parce que c'est elle qui va casser cette abstraction et faire en sorte qu'on avait comme si on avait deux pointeurs à l'origine. Et finalement, c'est cette passe-là qui pose problème et qui nous rajoute ces traductions et qui nous casse le truc. Et du coup, le vrai fixe potentiellement, que j'ai pas fait, j'avoue, ce serait de fixer cette passe-là. Est-ce que j'ai perdu tout le monde? Oui. Ouais. En fait, tu as dit tout à l'heure, je sais pas si j'ai bien compris, mais ouais. dans Clang 7.0, ça a été corrigé cette passe-là. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as regardé comment eux, ils avaient corrigé le problème? En fait, j'ai zappé l'histoire. C'est ça que je m'en suis rendu compte en écrivant le truc là. Et du coup, entre 4 et 7, il y a un nombre de changements non négligeable. Et je me suis pas tapé la liste de tous les changements, j'avoue. Mais il faudrait que je le fasse. Et je vais devoir le faire, parce que du coup, ça anticipe la conclusion. Donc maintenant qu'on a fait tout ce travail là et qu'on s'est bien fait mal à la tête, comment on reporte ce bug là pour que quelqu'un le fixe proprement? Donc on écrit, donc deux façons de le faire. On peut
envoyer un mail à la milice LLVM Dev, où pour le coup les gens sont assez réactifs et c'est pas comme les milices de GCC où des fois on se fait cartoucher pour le moins d'un truc. Je dis ça d'expérience. Et donc là, pour le coup, j'ai envoyé un mail assez détaillé où j'explique tout ce truc-là et on me dit ouais ok, il faudrait faire comme ça. Et bon, j'avoue, j'ai jamais eu le temps de le faire, mais il y a des discussions super intéressantes, on apprend plein de choses. Et l'autre façon de le faire, plus on va dire formelle, c'est utiliser le bug tracker, sauf que on peut plus s'enregistrer, il faut envoyer un mail pour avoir un compte parce qu'il y a trop de spam, un truc comme ça. Mais bon, ça se fait quoi. Et donc, si vous êtes curieux, vous pouvez lire tout ce que je viens de vous dire, mais écrit dans un mail. Voilà. Donc, petite conclusion, après tout ça, est-ce que finalement on a réussi à fixer le code vectorisé avec Pitran? Alors, j'ai pas du tout ça dans un. Ok, je fais comme ça. Donc, tag, donc dans Pitran, vous avez un Pitran, alors on s'en fout. En gros, là, je vais dire utilise mon clang que j'ai compilé avec ma passe que j'ai rajoutée là. Tac. Il faut que je relance ça. Bon, en fait, d'ailleurs. Voilà, toi. Et donc en fait j'ai toujours mon Pitran qui est là, donc je vais recompiler mon code Pitran. Là en fait j'ai changé le Pitran RC, donc vous me croyez sous parole, il va utiliser mon clang à moi qui va bien. Et si je lance le bench, et en fait ok, impeccable. Ah oui. Forcément si je fais pas ça, ça marchera pas. Hop. Donc déjà vous voyez qu'il y a plein de... Ça sent comme un peu la loose là, on a un truc qui apparaît encore là. Et donc bon, la conclusion c'est que on n'a pas fixé tous les bugs parce qu'il s'avère que c'est encore trop lent et c'est encore pas vectorisé. Donc on a fait une partie du taf mais pas complètement. Si en fait on regarde Clang 7, ce que j'ai regardé récemment là, qui est sorti le mois dernier, il n'arrive toujours pas à vectoriser le truc en fait, donc il y a un autre bug qui traîne. Qui empêche encore la vectorisation de cette simple addition quoi. Donc l'idée c'est qu'il faut refaire tout ce que l'on a présenté, mais il faut se le refaire et retrouver un autre problème. Pas du tout. Donc conclusion, j'espère qu'on a essayé d'apprendre. Un des buts de cette presse était de montrer qu'il y a plein de façons de débugger. Les compilateurs en fait proposent plein de choses. Pour débugger les analyses, pour voir s'il y a des problèmes de perf, pour essayer de les comprendre. L'idée c'est de vous donner un sentiment de comment on peut arriver à comprendre ces problèmes en lisant les sources, en lisant un doc, en justement sortant tous ces trucs là, en comprenant un peu l'IRL LVM. Et que du coup en fait dans la communauté de la compile ils aiment bien ce genre de problème parce que pour eux c'est un peu un échec d'avoir un truc assez simple comme ça qui vectorise pas. C'est un vrai problème quoi, donc donc ils sont en fait assez réceptifs à ce genre de truc. C'est une façon d'apprendre plein de choses intéressantes, je trouve. En discussion plus ouverte, donc je disais ça tout à l'heure, on parle beaucoup d'abstractions qui n'ont pas de coût. Là en fait on a un joli cas où finalement on a une abstraction qui est assez simple. On a un itérateur avec deux pointeurs, quand on déréférence ça fait une addition, et ça nous casse une vectorisation, ça nous casse un x2 ou un x4 en perf. C'est quand même un peu dommage. Donc ça c'est une abstraction finalement qui est en théorie zéro coût, mais en vrai a un coût. Le problème en fait un peu sous-jacent, c'est qu'on n'a rien dans le standard qui va nous dire ce truc là va être inligné proprement, ça va rien te casser dans tes vectorisations, machin, il n'y a rien qui nous le dit. En fait, on sait qu'on a des bons compilateurs, pour le coup, on a quand même des bons compilateurs optimisants, et c'est ça qui garantit cette zéro abstraction, et on n'a vraiment rien pour l'assurer. Et le problème, c'est celui-là, c'est qu'il y a beaucoup pas toutes, mais il y a beaucoup d'optimisations qui ne sont pas du tout décrites dans aucun standard. Et il y a un statu quo qui existe un peu aujourd'hui, parce que GCC fait les trucs bien, Clang fait les trucs bien, ICC fait les choses bien, mais on peut avoir des problèmes. Et donc, discussion un peu plus poussée, comment on pourrait régler ce problème? Je vais faire moins de 15 minutes. Bref, on pourrait se dire, tiens, moi par exemple dans Pitran, les performances c'est quand même le but du projet à la base. Donc il y a une sorte de contrat implicite entre utilisateurs en disant si tu mets Pitran ça va aller plus vite. Donc j'aimerais quand même voir lui garantir ce truc là à un moment donné. Donc une idée serait de dire, je pourrais caler des pragmas, type si la boucle se vectorise pas, tu mets une erreur. Parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir des performances c'est une erreur, dans mon cas à moi. Autre façon, ce serait user driven, désolé, il y a une faute. Laisser plus de marge à l'utilisateur pour pouvoir driver un peu le flow d'optimisation. Dans certains cas, ça peut être intéressant. Et un truc, je pense, qui est un peu plus subtil et compliqué à faire, c'est une idée, je n'ai pas encore trop formalisé ça dans ma tête,
mais ce serait pouvoir, dans le standard C++, avoir un certain nombre d'optimisations plus poussées, on va dire, qui soient standardisées. Et quand on sait qu'on écrit -O standard 1, ben on sait qu'il y a des trucs qui vont vraiment se passer et que c'est garanti que ça se passe bien, quoi. Type, aujourd'hui, on a déjà des trucs genre return copy, return value. Enfin, quand on retourne un objet, il est créé avant, machin, tout ça. Là. Comment ça s'appelle ? Voilà. On a des choses comme ça qui sont pas mal et il faudrait éventuellement en avoir d'autres, quoi. Pardon. Ça, c'était pendant C++ 90 qui est pas normalisé, justement. Ça apparaît dans C++ 11 à la normalisation. En fait, c'était mis en œuvre même dans C classique, même le C++. C'était normalisé 20 ans après. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Oui, ça existait plus ou moins avant. Mais pareil, on n'avait aucune garantie que. Et non, une autre idée qui est plus pragmatique, c'est le dernier truc que je vous présente. Un outil qui existe dans les VM s'appelle FileCheck. C'est une sorte de grep un peu sous stéroïde et qui est intéressant. Vous pouvez, en fait, ça peut faire des greps avec un état. Donc, on peut lui dire il faut que tu commences à vérifier qu'il y a cette ligne. Si tu as cette ligne en dessous, il faut que tu aies celle-là, etc. Et on peut faire des choses comme ça avec des expressions régulières et tout. Et donc, une idée serait de dire moi, je veux que on pourrait vérifier en fait au milieu de la compilation, vu qu'on peut dumper l'IRLVM, on pourrait vérifier qu'on a bien une addition vectorielle qui arrive avec FileCheck et du coup sortir une erreur à la compile, entre guillemets, ou dans une CI ou quelque chose comme ça, si jamais il y a un problème. Et donc, démo vite fait, avec un magnifique script bash. Donc si je prends là, donc en fait ce que je fais c'est que j'utilise Clang pour compiler mon k-test, je sors l'IRLVM ici, ensuite j'utilise FileCheck pour vérifier que tout se passe bien, et si tout se passe bien, je génère le point O. Et en fait ce qui est pas mal en faisant comme ça, c'est que le C++, ça prend quand même vachement de temps à compiler, si on devait se taper 2 fois la compile, une fois pour vérifier et une fois pour compiler, on prendra 2 fois plus de temps, on n'a pas envie. Et là ce qui est pas mal en émettant l'IRLVM, c'est-à-dire que tout ce qui est C++, métaprogrammation, tous ces machins-là, ça a été déjà fait, c'est dans l'IRLVM, et après on la check, et après on compile. Donc en fait, finalement, on se cale juste au milieu, et en temps de compile, ce qu'on rajoute grosso modo, c'est le check, quoi. Alors j'ai un peu menti, mais on va dire que c'est ça. Et donc le check, il ressemble à quoi? Je vais lui dire, trouve-moi la fonction qui s'appelle hop. Alors là, du coup, elle est manglée, donc il faut dire, il y a plein de trucs autour, il y a hop au milieu, et voilà, des parenthèses et des trucs. Et tu vérifies ensuite que tu as bien une addition vectorielle, avec le fameux type vectoriel que j'ai montré tout à l'heure. Si on veut être multi-arch, et bien du coup la taille du vecteur on la connaît pas, mais on lui dit une expression régulière, on dit c'est un chiffre, voilà, enfin un nombre pour être exact. Et on lance ce truc là, et donc là si je le lance, il va me dire erreur, j'ai pas trouvé ton vecteur dans ta compilation. Et si je change du coup en rajoutant la fameuse passe qu'on a écrite, là tout se passe bien parce que ça a bien été vectorisé. Donc c'est une façon, on voit un peu, là c'est un peu artisanal, mais dans l'idée, ça serait un peu de dire ça, on peut dire, on peut grâce à cette IRLVM sérialisée, vérifier des choses à la compilation pour être sûr qu'il se passe ce qu'on veut. Et je sais pas si j'ai encore un peu de temps. Ça fait 45 minutes. Bon vous n'aurez pas le bonus. Ce sera tout pour moi. Ouais, c'est un truc. C'est juste ça. La question c'est, alors c'est un peu lié, hein, mais c'est pas forcément. Je trouvais ça marrant. Quand vous faites de la crypto, vous avez à des moments, il faut que vous aurez des blocs, quand vous faites des blocs Cypher là. Et donc vous écrivez un truc comme ça, j'ai 2 blocs, j'en ai un entrée, un en sortie, je XOR les deux, boum, et là vous vous dites, là j'ai un cas parfait, taille de boucle connue, 16 octets, machin, vectorise ça au top et tout, je suis serein. Je suis serein, sauf avec mes slides. Et alors là, si vous regardez, hop, il se passe quoi? Il m'a déroulé la boucle, mais j'ai des XOR plein partout là. Et la question c'est pourquoi? Il est où? C'est ça, ouais. C'est exactement l'aliasing, et du coup, c'est un peu le même problème. Donc là, si on met un petit restrict qui va bien, ça se passe bien. Et en fait, c'est un peu pour relier le même. Ce truc-là, en fait, a apparu récemment. Enfin, restrict, je crois que c'est C11, je dis pas de bêtises. Et en C++, potentiellement, je crois que c'est même pas standardisé. Et du coup, là, ça tombe en marche, on va dire. Mais c'est un peu les mêmes problèmes, c'est-à-dire que on a besoin de contrôler un peu ce qui se passe et de donner plus d'infos au compilateur. Là, c'est un exemple très simple. Mais on arrive à s'en sortir dans ce cas-là. Et alors, par contre, du coup, là, faut pas que nos pointeurs alias, sinon c'est pété. Hein. En fait, le code qu'il génère est valide, parce que lui, il dit, c'est pas aliasé, donc tout va bien. Mais si on sait vraiment ce qu'on fait, on a envie de lui dire, moi, je sais que ça alias pas, et généralement, le truc, il va bien, quoi. Donc là, c'est un cas où ça marche. Et une conclusion que je dis, justement, c'est d'essayer de pousser ce genre de choses un peu plus... d'avoir des restrict-like pour d'autres choses, quoi. Donc là, c'est vraiment fini. Oui. Combien de temps
En fait, on se rend compte très vite que c'est la faute de Clang parce que il vectorise pas le truc. Et en fait, ça peut être la faute de personne d'autre, quelque part. C'est-à-dire qu'on se rend compte, enfin, une fois qu'on a le k-test réduit, hein, quand même, on se rend compte qu'avec ce k-test qui est très simple, en fait, où on voit, c'est juste un itérateur, c'est un zip itérateur qui fait une addition, quoi, grosso modo. Je sais pas où il est là. C'est vraiment un truc très simple, quoi. C'est 2 pointeurs, quand on déréférence itérateur, ça fait une addition. Et après, on fait un std copy de ça. Je veux dire, c'est quand même un truc super simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans, et il n'arrive pas à vectoriser ça, donc enfin, ça peut pas être ailleurs, quoi. À part si on s'est vautré dans quelque chose, mais... Enfin, j'ai quand même vérifié 3 fois ce que j'ai écrit avant de me dire... Mais bon, au bout d'un moment, effectivement, on regarde l'IR, on dit, bon, ça fait vraiment une addition de 2 vecteurs, il n'y a rien qui est faux, et il y a vraiment un problème, quoi. Tu as mis combien de temps après pour dérouler l'enquête En même temps, honnêtement, j'ai fait ça il y a 1 an. Mais ça a pris. En plus, je fais ça le soir. Ouais, ça prend, je sais pas, plusieurs heures quand même. Enfin, parce que du coup. C'était pas T'as pas pris plusieurs jours pour le faire Enfin, plusieurs heures étalées sur plusieurs jours. Ah d'accord. Je fais pas ça, je fais pas ça sur mon temps de travail plus que ça. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Oui. Les C++ guidelines, les 101 rules, préconisent d'écrire du code maintenable et de ne pas chercher à optimiser le code qu'on écrit. Oui. Parce que c'est le compilateur qui s'en charge. Oui. Est-ce que ton enquête confirme cette affirmation ou l'infirme? Je dirais que c'est bien de suivre cette guideline parce que dans quand même une grosse majorité des cas ça marche. Et il y a quand même des cas où ça marche pas. Ma conclusion c'est plus de dire il faudrait qu'on puisse donner des propriétés que nous on veut au compilateur et qu'il ne s'occupe pas de donner une erreur si on a un problème. Parce que finalement on sait à peu près ce qu'on veut généralement quand on écrit des trucs comme ça. On sait qu'à la fin on veut quelque chose qui soit vectorisé, on n'a juste pas envie de l'écrire à la main. Et donc en fait on a envie de dire au compilateur ben là si c'est pas vectorisé dis-le moi quoi. Me la fais pas à l'envers, putain, ça va. Donc je peux pas dire qu'il faut optimiser à la main parce qu'à chaque fois, je pense que ça pose plus de problèmes parce que quand on essaie d'optimiser des trucs à la main, on va casser des analyses et en fait finalement c'est pire aujourd'hui qu'à une époque. Je pense. C'est un peu compliqué quoi, c'est un état. C'est pour ça pour moi c'est un état un peu. Il y a des on sait que et des trucs, mais il n'y a rien de. Ouais. Est-ce que tu as fait passer les traces une à une ou il y a des infos supplémentaires par des gars qui font... Ouais, je l'ai un peu passé en silence parce que sinon on ne s'en sortait pas, mais en fait on s'en rend compte. On s'en rend compte. En fait j'ai fait à la main un GDB quoi, je suis allé dans isInduction-phi, step, boom. Je regarde après ce qui se passe et je suis tombé sur SROA, là pour le coup je suis tombé sur scalar évolution. Donc là c'est pour trouver quelle analyse en fait marche pas. Et SRO en fait j'ai vu parce que on le voit en fait parce qu'il y a ce nom dans la variable. C'est un truc con hein, mais voilà. En fait on s'en doute aussi, enfin quand on commence à connaître un peu ce qui se passe, on sait que c'est la passe qui permet en fait de casser ces structures et de les remplacer par des registres et de casser ces abstractions en fait. Donc on se doute que le problème il vient un peu de là. Mais ça c'est un peu d'expérience. Oui. Tu as parlé à un moment donné de l'ordre de l'optimisation. Est-ce que tu penses que si on essaie de choisir, on va dire, des blocs de l'ordre de l'optimisation, ça peut aider à faire une différence significative, ça peut aider beaucoup de gens? Je pense alors il y a plein de papiers ouais. Il y a plein de papiers de recherche là-dessus, pour le coup, l'ordre sur l'ordre dépasse. Je pense que dans certains cas, ça pourrait aider, et à mon avis, par contre, c'est des cas marginaux. J'essaie d'en trouver un comme ça, là, mais... Voilà. En fait, il faudrait que ça puisse être annoté sur des blocs de code précis dans le code. Ouais, c'est ça. Avec des pragmas, par exemple, ou un truc comme ça. On a déjà un peu ça, hein, quand on fait pragma, dans Clang, il y a un truc pragma, Clang, loop, vectorize, je sais pas comment c'est exactement. Donc là, on lui donne une propriété, on lui dit je veux que tu la vectorises. Bon, il s'avère que s'il le fait pas, il dit rien. Ou il fait un warning, je crois. Bon, je sais plus, il faudra vérifier. Mais il y a des choses un peu qui existent, quoi. Mais c'est pas standard, c'est pareil, c'est-à-dire que si t'as pas le compilo qui va bien, tu l'auras pas. Les attributs, c'est pareil.